Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes mardi 5 décembre 2017. Débutons par ce communiqué de la Confédération nigérienne du travail, la CNT, qui dit avoir appris avec beaucoup de tristesse le décès du monsieur Bagan Clément de son vivant, secrétaire à l'organisation du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, le SYNATIC, un syndicat affilié à la dite centrale. En cette douloureuse circonstance, le bureau confédéral de la CNT, au nom de tous les militants et militantes de la CNT, adresse ses condoléances les plus émues à la famille du défunt, à ses collègues de travail de la radio et télévision Ténéré, ainsi qu'à toute la famille de la presse nigérienne. Puisse Allah, le Tout-Puissant, l'accueillir dans son paradis éternel. Signé Sako Mamadou, secrétaire général du BEN CNT. Demain, après-demain et vendredi, les magistrats nigériens déposent leur toge à l'appel de leur syndicat. Ils vont en effet observer un mouvement de grève pour le principal motif de la non-adoption jusqu'ici du statut autonome révisé de la magistrature, du magistrat plutôt nigérien. Résumé des motifs de cette grève de 72 heures qu'entame donc à partir de demain le SAMAN, le syndicat autonome des magistrats du Niger, dans ce reportage de Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Fustiger le comportement peu orthodoxe du gouvernement qui tarde jusque-là à respecter leurs engagements vis-à-vis de leur structure, raison pour laquelle le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, monte au créneau à travers une grève de 72 heures qu'il compte observer à compter du 6 décembre. Notre préavis qu'on avait déposé il y a 2 semaines de cela pour protester justement contre le comportement du gouvernement par rapport à notre projet de statut, parce que avec donc les agents du ministère de la Justice, on a eu à élaborer un projet de texte pour toiletter le statut de la magistrature, parce que pour améliorer les conditions de vie de travail des magistrats, donc notre plateforme contient un point donc qui est relatif donc à la révision du statut donc de la magistrature. Donc on a eu à travailler le texte, donc il y a plus de 6 mois de cela, donc on pensait que le gouvernement allait adopter donc ce texte dans les meilleurs délais, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui ce texte-là n'est pas adopté. Malheureusement donc la vie qui a été trouvée justement, c'est d'envoyer ce projet de texte au niveau du Conseil d'État, qui est censé être donc le conseil juridique du gouvernement. Donc nous, on n'a pas dit non, on pensait que cela permettrait justement que ce texte soit adopté dans les délais. Mais malheureusement, on a compris que c'est une astuce pour gagner du temps. Donc le texte est actuellement au niveau du Conseil d'État pour un simple avis consultatif. Donc, et au niveau du Conseil d'État, la loi ne leur a pas imparti un délai donc, dans lequel donc, ils doivent donner leur avis. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on part en grève, mais c'est plutôt la situation qui l'impose, affirme le SAMAN. C'est pas par gaieté de cœur qu'on va en grève, parce qu'on a été acculé, on a attendu, on a fait preuve de patience et de responsabilité. C'est juste une malheureuse coïncidence, voyez-vous. Parce que nous, quand on a déposé notre préavis, on n'est pas au courant, au parfum donc des dates des assises. C'est juste une erreur. Peut-être que le gouvernement, s'il prend conscience, va nous appeler pour trouver un compromis. Mais bon, c'est normal que une grève, quand ça survient, ça a toujours un impact. Pas seulement pour ceux qu'on va juger, et il y a d'autres justiciables aussi, et surtout l'étendue du territoire national. C'est pas seulement les assises qui se tiennent à Niamey, même pour vos casiers judiciaires, vos certificats de nationalité et tout le contentieux ordinaire de tous les jours. Hein? L'épouse qui va demander le divorce auprès du juge, hein, qui a convoqué peut-être pendant cette période-là, bon, ça va être reporté encore. Donc vraiment, c'est pas bon la grève de la justice, mais si on nous pousse jusqu'à certains estimés, on est obligé de la faire. Si rien ne fait, la lutte continue. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand même, on a travaillé avec le ministre pendant 2 jours, on ne s'est pas entendu, parce que c'est qu'une la première, il n'y a rien de concret. Donc vraiment, la lutte continue. Peut-être que, parce que c'est 72 heures de grève. Si rien ne fait, peut-être que pendant cette période, ils vont profiter pour nous appeler. Le SAMAN invite tous les magistrats à observer la grève décrétée, et cela sur l'ensemble du territoire national, bien qu'il demeure ouvert au dialogue. Voilà, cette grève de 72 heures qui va donc démarrer demain coïncide donc avec l'ouverture aujourd'hui, ce matin même, au niveau de la cour d'appel de la première session des assises au titre de cette année 2017. Et la grève va certainement avoir un impact, une influence donc sur la tenue de ces assises qui auront à examiner au cours des 15 jours qu'elles vont durer 38 dossiers, comme nous le rapportent ici Sadou Doumi et Nasser Dantoufou.
9 cas de vol aggravé, 17 viols, 4 meurtres, 6 cas de coups mortels, 1 cas d'infanticide et un incendie volontaire. 38 dossiers au total seront examinés à cette première session des assises de Niamey à la cour d'appel. À l'entame, il a été mis en place le jury qui aura également à se prononcer pour une justice équitable. Le jury et la cour délibèrent en commun sur le fait et sur le droit. Les jurés ne sont pas seulement des juges populaires qui décident de la culpabilité. Ils sont associés aux magistrats de la cour pour trancher avec eux la question de la culpabilité et celle de l'application de la peine. M'adressant tout particulièrement aux jurés, le sort vous a choisi pour siéger comme juge à part entière le temps d'une session. Vous venez de prêter serment en jurant devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, ni l'affection. Et de vous décider suivant votre conscience et votre intime conviction, avec la fermeté et l'impartialité qui conviennent à un homme propre et libre. Au président de la Cour d'édifier l'audience sur la mission assignée à son institution. La Cour d'assises n'est pas une juridiction pénale permanente, puisque la tenue des assises a lieu tous les 6 mois. Elle a la plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation. Le procès qui attire largement l'attention du public par la gravité et souvent aussi par l'atrocité des faits examinés est un complexe cheminement destiné à permettre d'examiner des faits, de comprendre la personnalité de celui ou de celle qui les a commis également, malheureusement dans une mesure de celui ou celle qui les a subis, d'apporter la réponse de la société à l'acte commis et de permettre à la victime d'obtenir autant qu'il est possible la réparation du préjudice subi. L'audience en cour d'assises présente des spécificités. Les 3 magistrats professionnels sont entourés d'un jury composé de citoyens. Les débats sont oraux. Ainsi, les jurés ne peuvent consulter le dossier et ne doivent délibérer qu'à partir de ce qu'ils ont entendu et retenu au cours des débats. Ils ont néanmoins la possibilité de prendre des notes qu'ils peuvent consulter lors du délibéré. Présent à cette cérémonie, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger, qui a axé son intervention sur la nécessité du gouvernement à mettre des moyens conséquents pour pouvoir assurer une bonne défense, gage d'une bonne justice. Un atelier régional sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale se tient depuis ce matin à Niamey. Il est placé sous le thème participation et implication des femmes et des jeunes dans les questions de paix et de sécurité. Il est organisé par le réseau ouest-africain des femmes pour la paix et la sécurité. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec nos reporters Nasser Sedou et Nafissa Hassan. La présente cérémonie marque l'ouverture officielle du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et centrale. Une initiative du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Objectif, réfléchir sur les voies et moyens de l'implication des femmes et des jeunes sur les questions de paix. De par sa position géographique, le Niger est à la croisée des chemins de trafic de tout genre et demeure en perpétuelle menace de groupes terroristes. Au-delà du Niger, ce sont certains pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui sont menacés. Permettez-moi de rappeler les attaques incessantes de Boko Haram, du Mujao, Amserdin, d'Akmi. Chacune de ces attaques a fait son lot de victimes, qui après nos forces de défense et de sécurité, ce sont les femmes et les jeunes qui ont payé un lourd tribut. Les femmes et les filles ont un rôle primordial à jouer dans la consolidation de la paix dans nos pays respectifs parce qu'au cœur du tissu social. Il est vrai que la jeunesse et les femmes connaissent effectivement les mêmes mots tels que l'analphabétisme, le chômage, le faible niveau d'instruction, la sous-représentation dans les instances de décision, mais au niveau du tissu social, elles constituent un socle fondamental dans la préservation de la paix et de la sécurité. La paix et la sécurité, des questions urgentes pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le présent atelier, qui se propose de partir de la vision de l'ONU et des expériences de la Commission économique régionale dans la préservation et le maintien de la paix et de la sécurité, constitue
une rencontre exceptionnelle. En ma qualité de ministre de la République, je partage et soutiens largement votre engagement et vos préoccupations au sujet de cette problématique qui met notre continent à la croisée des chemins. En effet, le continent africain en général et l'Afrique occidentale et centrale en particulier sont sujettes depuis quelques années à une multitude de foyers d'insécurité. La présente tribune d'échange qu'offre votre réseau constitue une réelle occasion de se pencher de façon critique sur les défis qui se posent à nos pays dans le domaine de la paix et de la sécurité. Cette rencontre de Niamey est une rencontre d'espoir pour trouver des solutions adéquates aux questions de paix, de terrorisme et de sécurité qui depuis des années freinent le développement socio-économique des populations de la zone ouest africaine. Fin cet après-midi à Niamey d'un séminaire sur la gestion de la criminalité transfrontalière entre le Niger et le Mali, une criminalité qui se matérialise notamment par les crimes organisés, la migration irrégulière ou encore la présence des groupes terroristes et armés. Le séminaire a été organisé par les deux missions civiles de l'Union européenne au Niger et au Mali, ECAP Sahel et ECAP Niger. Hier, dans l'après-midi, les responsables de ces deux missions civiles, ECAP Sahel et ECAP Mali, ainsi que l'ambassadeur de la République du Mali au Niger et le responsable, le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger ont animé une conférence de presse pour parler de la thématique débattue au cours de ce séminaire. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Soutenir la stabilité et la sécurité au Sahel, tel est entre autres objectifs que s'est assigné l'Union européenne, d'où la tenue d'un séminaire sur la gestion de la criminalité transfrontalière entre le Niger et le Mali. Une rencontre regroupant les chefs des forces de sécurité intérieure et autres acteurs impliqués des deux pays, en marge de laquelle les chefs des différentes missions étaient en face des médias. Au centre des échanges se trouve l'insécurité transfrontalière entre le Mali et le Niger malgré la présence d'une multitude de forces. C'est parce que justement la situation est complexe qu'il y a toutes ces forces qui sont arrivées. Tout ce qui est mis en place, c'est parce que les États aujourd'hui, les compétences des États, les capacités actuelles des États ont été dépassées. Donc tout ce qui vient, c'est pour nous aider, c'est pas pour se substituer à nous. Barkhane, ils ont le mandat de lutter contre le terrorisme. Mais ils n'ont pas le mandat de lutter contre les trafiquants de drogue qui financent le terrorisme. Pour que vous compreniez un peu la complexité du processus de paix. La MINUSMA n'a pas le mandat de lutter contre les terroristes. Parce que ça faisait partie de votre question. Ça m'a échappé. J'ai voulu vous répondre. La MINUSMA est là pour aider le processus de paix et aider à la restauration de l'État du Mali. Mais elle n'a pas le mandat de combattre aussi ce qui empêche à l'État du Mali de se redéployer. Vous voyez un peu, c'est comme un serpent qui mord sa queue. Et maintenant, pour résoudre tout ça, nous avons évolué et Cap Sahel va s'occuper du renforcement des capacités de leur organisation et de l'adaptation des forces de sécurité intérieure. Et le G5 Sahel maintenant va prendre tout cela en charge. Le G5 Sahel, il va combattre les terroristes, il va combattre les trafiquants de drogue, il va combattre la migration irrégulière et tout ce qui empêche à l'État malien et à ses voisins d'avoir la quiétude dans l'espace sahélien du Tchad jusqu'à en Mauritanie. Abondant dans le même sens, le chef de la mission ECAP Sahel a tenu à élucider l'assistance sur leur mission. En prolongeant la portée de l'arme militaire par une arme policière et judiciaire pour pouvoir aller frapper plus loin et de façon plus ciblée par des outils que le droit nous apporte. Il faut que ces frontières ne soient plus un obstacle, comme elles sont encore aujourd'hui, à la poursuite de ces criminels. Pour ce faire, les forces de sécurité doivent s'adapter. Et là, je parlerai plus spécifiquement des forces de sécurité intérieure, puisque c'est cela le mandat de nos deux missions. Les forces de sécurité intérieure doivent s'adapter et doivent travailler ensemble en échangeant le renseignement, en partageant le renseignement, en développant leur coordination, éventuellement même en s'ouvrant la possibilité de poursuivre l'action de l'autre côté de la frontière. C'est le sens de l'une des initiatives de la force conjointe du G5 Sahel. Cette rencontre d'échange a ainsi permis de mieux cerner les rôles des différentes forces et missions en présence dans le Sahel, une zone qui fait face aux groupes terroristes armés, la criminalité organisée et la migration irrégulière.
Conférence débat hier à l'IRCH, l'Institut de recherche en sciences humaines, sur la géographie politique des crises en Afrique sahélienne. Il s'est agi pour le conférencier venu d'Europe d'expliquer aux participants les zones grises sahéliennes, ces zones que les États centraux des différents pays membres du Sahel n'arrivent donc pas à contrôler, à l'image par exemple du Nord Mali, du lac Tchad, du Darfour ou encore du Sud Soudan. Le résumé de cette conférence débat avec nos reporters Nasser Sedou et Nafissa Hassan. Géographie politique des crises en Afrique sahélienne, c'est le thème de cette conférence débat animée par Christian Bouquet, professeur de géographie politique à l'Université de Bordeaux. Il s'agit ici d'édifier les participants sur les zones grises du Sahel qui, depuis des décennies, échappent au contrôle des États centraux. Présenter et parler de l'Afrique sahélienne, c'est parler d'une région très vulnérable parce que, du point de vue climatique, elle est soumise à des saisons des pluies de plus en plus déficitaires. Du point de vue humain, elle est caractérisée par une population de plus en plus nombreuse. Donc sur des superficies en terre qui ne sont pas extensibles, sur des ressources en eau qui ne sont pas extensibles, ça prête évidemment le flanc à la possibilité de contestation, de mécontentement, et c'est là-dessus que se greffent toutes les crises politiques que j'ai pu décrire. Alors parmi les causes de ces crises que je recherchais, il y a la constitution de ces fameuses zones grises, c'est-à-dire des territoires où l'État n'est plus présent, ou alors très peu présent, et où se constitue d'une sorte d'état de non-droit qui fait que ce sont des autorités illégales qui s'installent, et à partir de là, on est en guerre. Au sortir de cette conférence, les participants se disent bien informés sur la géographie politique de ces zones. L'historique de ces crises, dans son intervention, qui est aussi très pédagogique, parce qu'il y a eu pas mal d'ouvrages qui ont été, des références qui ont été citées, mais aussi étant géographe, nous avons eu droit à des cartes très très parlantes qui montrent la situation du Sahel, ce qu'il appelle les crises, les zones grises. Vous savez, dans un pays, lorsqu'un pays n'arrive pas à contrôler une partie de son territoire. Conquérir les zones grises constitue un défi majeur pour les pays concernés et pour leurs voisins. Donc toute la bande sahélienne pour que les populations de ces zones puissent vivre dans l'harmonie et l'épanouissement. Voilà, reformons cette édition avec un reportage sur le métier de potière, une profession donc que exercent certaines femmes. Elles sont notamment venues exposer à l'édition, la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFEM, qui s'est refermé donc il y a quelques jours ici même à Niamey. C'est un reportage signé Halidou Bourema et Nafissa Yahaya. Nous sommes au Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, un salon riche en expositions artisanales à l'image de la poterie qui est une technique de production des récipients à usage essentiellement domestique. Mon capot de pleurs, mon casco. Nous avons exposé des articles potiers. Nous avons des pots de fleurs, des vases et des pots noirs pour encens. Nous fabriquons ces pots à la main et ils sont de toutes formes, grandes, petites et moyennes, et de diverses couleurs. J'ai appris ce métier à l'âge de 8 ans et je continue jusqu'à aujourd'hui. Un métier qui nourrit son homme selon cette potière venue de la région de Zender pour les circonstances. Dieu merci, nous gagnons notre vie avec ce métier. Nous mangeons avec, nous marions même nos filles avec.
wallahi wannan Niger kin kadai ce muke zuwa an sun ce za su kai mu kasashen waje ma an sun zo bisa kai mu. Seulement je ne suis jamais parti à l'étranger pour montrer ce que je sais faire, même si on nous a fait la proposition une fois sans suite. Ces artisans lancent enfin un appel à l'endroit des comités d'organisation des salons au Niger de les impliquer à la participation des salons internationaux pour la promotion de l'artisanat nigérien. Voilà, c'est sur ce reportage sur cette femme qui exerce le métier de potier que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.